Le baclofène est une vieille molécule des années 70 qui a été redécouverte récemment, en 2008, en 2004 même. En 2004 par un médecin qui avait des problèmes avec l'alcool et qui a vu, suite à des études faites sur des animaux et des études antérieures à petite dose, qui a dit « tiens, c'est intéressant, ça a l'air de bien marcher pour l'alcool chez les rats, et donc peut-être que je vais essayer sur moi pour voir ce qui se passe ». Les études avaient déjà été faites sur cette molécule pour l'alcool à des toutes petites doses, 30 mg par exemple par jour. Or, si on regarde au niveau des rats, c'est entre 3 et 4 mg kilo, donc c'est beaucoup plus fort. Et donc, le professeur Amezen a dit, voilà, moi je pèse 80 kg, 3 fois 1, 24, il faudra que je prenne à peu près 240 à 300 mg de baclofène par jour. Il a donc fait ça, et petit à petit, il a monté, et puis à 270 mg, il le décrit très bien dans son livre, et il a senti une indifférence à l'alcool pour la première fois de sa vie. Il n'a plus envie de boire, et il a arrêté de boire. Et donc il avait tout essayé avant, pendant des années, et des cures et tout ce qui existait. Et donc il a commencé sa croisade. Il a pris son bâton de pèlerin et il a dit, voilà, j'ai trouvé une molécule pour soigner les gens qui ont des problèmes d'alcool. Et c'est vrai que c'était en 2004, il a écrit un article qui a été publié dans une revue internationale, ce qu'on appelle un case report, c'est-à-dire il a raconté son cas. C'est sorti, on en a un peu parlé. C'est d'ailleurs surtout les journaux financiers qui en ont parlé. Le premier, c'est Wall Street, en disant, tiens, on a trouvé peut-être une molécule pour soigner l'alcool. Donc ça a beaucoup plus intéressé les économistes que les alcoologues. Au début, c'est très intéressant de voir l'histoire. Et puis, du coup, il est allé voir les alcoologues français, américains. Et puis, quand il s'est rendu compte que ça n'intéressait personne, parce que c'était juste son cas à lui, il a publié un livre, grand public, Le Dernier Verre, qui est sorti en 2008. Et alors là, ça a vraiment marché, parce que c'est les patients qui l'ont lu. C'est les patients, les familles, et qui sont venus demander aux médecins ce traitement, entre guillemets, miracle. Ce qui fait qu'actuellement, on pense qu'il y avait, il y a 1 an ou deux, 50 000 Français, 50 000 patients français qui ont des problèmes d'alcool sous baclofène. Et donc, les pouvoirs publics se sont un peu inquiétés quand même, sous la pression des médias et des patients. Et donc, ça aboutit à la loi Bertrand. La loi Bertrand, il faut lui reconnaître ça, permet à des associations de patients de faire une demande à l'Agence du médicament pour une nouvelle autorisation, pour un nouveau médicament ou pour une nouvelle indication. Donc la première RTU, recommandation temporaire d'utilisation de cette loi Bertrand, a été donnée au baclofène, à la demande d'associations de patients et de l'Agence du médicament qui s'est auto-saisie. On peut faire le bilan à deux niveaux. Au niveau scientifique et au niveau, on va dire, résultat. Résultat pas scientifique, mais, comment dire, succès de la RTU. Donc c'est pas un succès. La RTU, c'est-à-dire cette façon de vouloir imposer aux médecins de rentrer tous les patients dans ce qu'on appelle un ECRF, c'est-à-dire une base de données. Il y a 5000 patients qui ont été rentrés, sur à peu près probablement 50 000, donc c'est pas un succès à ce niveau-là, au niveau réussite du lancement de la RTU. Par contre, au niveau des résultats sur ces 5000 patients, on peut quand même, et l'Agence du médicament le remarque très bien, qu'il y a une diminution du craving sur la plupart des patients, mais ça vous avez les chiffres. Il y a une diminution importante aussi de la consommation d'alcool, et il y a une augmentation du taux d'abstinence. Donc si on regarde les résultats sur un suivi de cohorte, ça s'appelle un suivi de cohorte, donc c'est positif pour l'alcool et pour les patients. C'est négatif, par contre, pour l'Agence du médicament et son bidule appelé RTU. Alors j'appelle ça bidule parce que c'est un peu une usine à gaz et c'est quelque chose qui pouvait pas fonctionner. Le médecin de terrain qui prescrit du baclofène, c'est à 45% les généralistes. Je crois que c'est les chiffres qu'ils ont, mais 1 sur 2, c'est un généraliste. Or, le généraliste, il n'a pas l'habitude, le médecin généraliste, il n'a pas l'habitude de rentrer des données dans l'ordinateur de façon anonyme, comme ça. Les patients, ils demandaient, mais ça va où? Le médecin, il ne savait pas où ça allait non plus. Le médecin, il n'avait pas de retour. Donc, franchement, c'était vraiment mal pensé. Moi, je pense que si on avait accepté notre proposition à nous, prescripteurs,
de travailler avec l'Agence du médicament, ça aurait beaucoup mieux marché parce qu'on aurait dit il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, ça ne va pas marcher, parce qu'on est sur le terrain et on a l'habitude et on sait comment ça marche. Et donc quand ça tombe d'en haut de l'administration, ça ne marche jamais. Mais ça c'est connu, hein. Ils l'ont reconnu à NSM et donc on va travailler avec eux pour essayer de modifier un peu ça. En France, il y a 2 millions de Français qui sont alcoolodépendants et 5 millions de Français qui ont des problèmes d'alcool. Toutes les molécules, tous les médicaments sont axés sur les 2 millions d'alcoolodépendants. Et les autres, on ne s'en occupe pas. Le baclofène est une molécule, justement, qui permet de s'occuper de ces patients-là aussi. Donc ça me gêne toujours quand on dit les alcoolodépendants. Il y en a qui ne sont pas dépendants, au sens strict du terme, c'est-à-dire que physiquement, ils ne sont pas dépendants, ils ne boivent pas dès le matin, mais par contre, s'ils boivent le week-end, ils ne vont pas pouvoir gérer, ils ne vont pas pouvoir s'arrêter. Et c'est aussi dangereux parce qu'ils bousillent leur foie aussi, leur pancréas, ils peuvent tuer le voisin parce qu'ils prennent la voiture. Donc c'est aussi dangereux que celui qui boit dès le matin. Et on est actuellement, si vous voulez, sur un critère de réduction des risques. C'est vraiment la réduction des risques, c'est une politique de réduction des risques quand il y a des risques. Ça veut dire que quand il n'y a pas encore de maladie réelle, et de limitation des dégâts quand il y a déjà des dégâts. C'est-à-dire qu'on est plus sur le dogme absolu de l'abstinence tout le temps, toute sa vie, tout ça. Donc on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus tolérant. Et ça marche beaucoup mieux. Alors je peux aller plus loin par rapport à ça. C'est-à-dire que quand les patients ils ont commencé à entendre par les médias, par les amis, par les blogs, par les forums, qu'on pouvait soigner sans être abstinent, qu'on pouvait prendre un médicament, qu'on pouvait gérer, et qu'on n'était pas obligé d'être abstinent, on a vu arriver dans nos cabinets des patients qui, avant, refusaient de se soigner. Des patients qui, pour eux, ils n'étaient pas alcooliques. Ils n'étaient pas alcooliques au sens, ils n'étaient pas sous, jamais sous. Ils n'étaient pas dépendants dès le matin. Et par contre, ils avaient des gros problèmes. Ils pouvaient déjà avoir des cirrhoses, ils pouvaient avoir des retraits de permis de conduire, ils pouvaient avoir des tas de problèmes physiques, sociaux, psychologiques. Mais par contre, comme ils savaient qu'on allait leur dire c'est tout ou rien, eh bien, ils ne voulaient pas se soigner. Et on a vu arriver ces patients, et quand moi, personnellement, je leur demande quels sont vos objectifs, quel est votre objectif? Je veux boire comme tout le monde. D'accord. Je veux être abstinent. Il y a des patients qui nous disent je veux être abstinent. Je dis d'accord. Je ne vais pas leur dire si, vous pouvez boire. J'accepte l'objectif. Ce qui est bluffant avec le baclofène, c'est que quand les patients, un certain nombre de patients, ils ont comme objectif de boire comme tout le monde, qui nous disent au bout de 3-4 mois, ben vous savez, je ne bois plus. Ils ont ce qu'on appelle une abstinence passive. C'est-à-dire que l'abstinence devient une conséquence du traitement et non pas un objectif du traitement. Et là, ça change complètement la prise en charge de ces patients et des patients en général. Donc vous voyez, moi je trouve que c'est un point très important. L'abstinence peut être une conséquence du traitement et ça n'est pas un objectif. Le baclofène a des effets secondaires importants qui sont a priori, qui sont imprévisibles. Les doses sont imprévisibles et on ne peut pas dire qu'à partir de 60 mg, on va avoir de la somnolence ou à partir de 90 mg, on va avoir des vertiges. Ça varie vraiment en fonction de chaque patient. C'est vraiment, non seulement c'est un traitement à la carte, mais les effets indésirables sont aussi à la carte. Il y a des patients avec un demi-comprimé de 10 mg, ils vont être azimutés pendant 4 jours. Et puis d'autres, ils prennent, moi j'en vois qui prennent 30 comprimés par jour et ils me disent, moi j'ai aucun effet secondaire. Donc c'est vraiment très variable. Pour moi, il n'y a pas photo, il y a beaucoup moins d'effets secondaires qu'avec l'alcool. Point. Alors ce qu'elles apportent, c'est qu'elles confortent toutes les études de suivi de cohorte, c'est-à-dire que dans l'ensemble, ça marche. Ce qu'elles ne disent pas, c'est quel est l'effet placebo, quel est l'effet lié au médecin, qui est aussi un médecin, le médecin fait partie du placebo, quelle est la partie, si vous voulez, des effets secondaires, on les a, mais on sait très bien maintenant que les médecins, ils n'ont pas rempli les trucs parce que c'est trop compliqué. Donc finalement, il y a beaucoup de choses qu'elle ne dit pas. Donc il y a 2 essais cliniques en France qui ont été les précurseurs, qui ont été les premiers au monde. Alpadir, qui est un essai classique à l'hôpital, en milieu hospitalier ou en milieu spécialisé, on va dire, sur des patients sevrés, avec comme objectif premier, c'est-à-dire l'abstinence.
le maintien de l'abstinence. Donc c'est des vieux objectifs, mais enfin, c'est des objectifs classiques, on va dire, avec un maximum de dose de 180 mg, 180 sur 6 mois. Voilà, ça c'est une étude clinique, on va dire, classique. Elle est terminée, elle est en cours d'analyse de résultats. La deuxième étude que je coordonne et qui s'appelle Bacloville, c'est une étude en ambulatoire, multicentrique, c'est-à-dire sur toute la France, avec plusieurs centres dans toute la France. En ambulatoire, c'est-à-dire que ce sont des généralistes, des médecins généralistes qu'on a formés. C'est une étude en double aveugle, c'est-à-dire que le patient ne sait pas ce qu'il prend et le médecin ne sait pas ce qu'il donne, pardon. Donc voilà, c'est en double aveugle, randomisé, c'est tiré au sort par centre. Il y a 320 patients sur cette étude et c'est une étude de phase 2B, c'est-à-dire c'est une nouvelle indication et une nouvelle posologie pour une molécule ancienne. Il y a à peu près 750 000 données dans la base et chaque patient a 2172 variables. Donc vous pouvez imaginer le boulot qu'il y a. Toutes les données sont rentrées. Il y a des patients, les patients ils ont des carnets, certains carnets ont 20 pages à remplir, il faut les rentrer dans l'ordinateur. Toutes les données ont été vérifiées 2 fois et on arrive au bout. Je pense qu'on va commencer à pouvoir étudier les résultats vers le 20 avril, mi-avril. Et il faut 4 à 6 mois pour avoir les résultats. Et on va publier d'abord avant de donner les résultats. Alors c'est très gênant pour les médias qui aimeraient avoir les résultats avant, mais ce qui se fait en général, c'est une publication internationale et une conférence de presse à ce moment-là pour annoncer les résultats. Mais je pense que ça ne sera pas avant le mois de juin, juillet, peut-être septembre.